Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, invité, analyse et interview, bien sûr. L'émission bilan de ce samedi soir. On va revenir sur la 16e journée du top 14. Le succès fleuve de Montpellier. La victoire à l'extérieur de Lyon à La Rochelle. Le point de bonus précieux de Clermont et la victoire bonifiée de l'UBB, bien sûr. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. C'est parti pour une heure de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissalde, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Salut François, salut Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, bien sûr. Cyprien Bétou est là, Quentin Cabanis également, toujours là au soutien. On va rappeler, Cyprien, les résultats de cette 16e journée pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio, la radio du rugby. Et cette 16e journée avait commencé avec le succès à domicile bonifié de Montpellier face au Stade Français 44-7. Dans le multiplex que vous avez vécu il y a quelques minutes, Castres s'est imposé à domicile face à Clermont 28-23, bonus défensif pour les Clermontois. Victoire également à domicile du Racing 92 face à Perpignan 37-31. Défaite en revanche de La Rochelle à domicile 24-44 face au Loup Rugby, les Lyonnais. Et défaite également de Montauban à domicile face à Bordeaux-Bègles 16-31, bonus offensif pour les Bordelais. Oui, les conséquences au classement. Toulouse, bien sûr, toujours leader avant le match de ce soir face à Bayonne. Pau et son dauphin. Pau jouera demain contre Toulon. Bordeaux-Bègles, à la faveur des 5 points récoltés à Sapiac, remonte à la 3e place, 45 points, suivi de Montpellier, 44 points et 4e. Le Stade Français, 43 points. Toulon, 43 points et 6e. Castres est en embuscade, 41 points, égalité de points avec Clermont et le Racing. Le 10e, La Rochelle, 37 points. Bayonne qui jouera donc ce soir, 35 points. Lyon, 32 points, qui revient chatouiller les Basques. Et puis 13e, Perpignan, 14, ça ne bouge pas. Montauban, 7 points à la 14e place. Là aussi, ça ne bouge pas, mais l'écart s'est creusé ce soir entre Lyon et Perpignan. Jean-Baptiste Elissalde. Alors on va parler du match de Montpellier un petit peu plus tard à 19h15, Jean-Baptiste, mais sur le multiplex, sur les 4 matchs que tu as vus, lequel de ces 4 matchs tu as envie de mettre en avant? Eh bien malheureusement, c'est la tempête qui se prolonge un peu à La Rochelle. Alors je sais pas si c'est l'émotion. En attendant, je les ai trouvés pas empruntés avec le ballon. Ils ont essayé de le tenir, mais pas tous dans le même, pas tous dans la même lignée. Ça va un coup à droite, un coup à gauche. On recule énormément le ballon, on s'use, on se fatigue et on prend des contres. Donc ça a été une mi-temps difficile. Comme Lyon est dans une période aussi pas très bonne, je me suis dit avec le retour de La Rochelle qu'ils ne savaient plus gagner parce qu'ils se sont mis sur les talons et ils ont accepté de reculer, à prendre 1, 2, 3 essais. Et je me suis dit que La Rochelle pouvait le faire et malheureusement ça ne l'a pas fait. Donc c'est plus ce match-là et le contexte de la semaine ici qui m'a donc j'ai eu un petit focus là-dessus. Et puis j'ai bien sûr une pensée pour Lolo Labitte aussi ce soir qui était très frustré. Oui, et d'autant que, tiens, mais c'est intéressant, on va bien sûr demander son avis à Philippe dans un instant, mais sur la frustration des Catalans, on rappelle la situation, 37-31, les Catalans ont 2 pénalités qui s'enchaînent, et finalement, ils vont chercher la touche parce qu'ils savent que les Lyonnais l'ont emporté à La Rochelle, donc on va dire déjà, toi, sur le choix tactique, est-ce que tu es d'accord, Jean-Baptiste ? Je pense qu'à partir du moment où ils savent que Lyon l'a emporté, il leur fallait la victoire. Alors tout est discutable, hein, on verra à la fin, mais je pense pas que ce soit ça. Enfin, on lui demandera si on a l'occasion de lui parler, mais je crois pas que ça soit ça qui le frustre. C'est plutôt ce début de première mi-temps avec 2 essais très vite encaissés, puis encore un trou d'air malgré le fait que le Racing était très très sanctionné. Donc il l'avait à portée de main. Le fait de recoller, et là aujourd'hui il sait très bien qu'il y a trop d'écart et que ça sera très compliqué d'aller chercher, donc il va aller jouer le match du maintien. Oui, effectivement, le match, le fameux Access Match. Philippe Spanghero, tiens, sur ce cas de Perpignan. Donc, quand les Catalans choisissent de prendre la pénalité et jouent cette tactique, cette petite combinaison en touche courte avec Tuilagi qui vient en force et qui finalement se fait arracher le ballon par Léo Carbonneau qui est sous lui au moment où il aplatit dans l'embut, est-ce que tu penses que c'est le bon choix de touche à ce moment-là ?
Comme on l'a dit, par rapport au scénario de ce qui venait de se passer au Loup, le championnat de l'USAP, il est extrêmement complexe. Montauban a quasiment plus rien à jouer et l'USAP a son championnat propre à lui, c'est-à-dire avec des objectifs à se créer quelque part, comme nous l'avait dit la semaine dernière Tom et Cochard. C'est-à-dire que là, avec ce match d'aujourd'hui et puis Lyon qui s'envole un peu, il va falloir finalement passer une saison à préparer un match. Et ça, c'est assez terrible quand même d'un point de vue du management, parce qu'il faut trouver des ressorts pour les mecs quand même tous les week-ends. Donc, je comprends la frustration de Lolo. Moi, au départ, je pensais qu'elle était liée au fait que les joueurs ne l'aient pas écouté au moment où 2 fois consécutives, ils demandent à prendre les 3 points. Parce que malgré tout aussi, dans le caractère collectif, il faut savoir se payer de ce genre de match parce que, bien sûr, on y reviendra, l'USAP est retombé dans pas mal de ses travers, notamment dans le peu d'utilisation du jeu au pied. Je sais pas ce qu'en pense Jamba, j'ai trouvé, mais voilà, à s'époumoner à des moments du match par des orgies de jeu où finalement le Racing les a bien contrés. Donc, malgré tout, ils arrivent à revenir. Il y a beaucoup de débauche d'énergie en fin de rencontre. Ils tiennent le ballon sur les dernières minutes. Et au-delà de ce match qu'ils jouent contre le Loup, c'est bien de se payer aussi. Tiens, petit débrief juste sur ce point-là. Tiens, la question que te pose Philippe, Jean-Baptiste. Pardon Non, mais le point sur le fait qu'ils se sont peut-être à nouveau sont tombés dans leur travers de vouloir trop jouer les Catalans. Ouais, mais c'est dû aussi au scénario du match, c'est-à-dire que ils ont couru après le score, le synthétique et le gymnase, le stade, oui, c'est un gymnase d'ailleurs. La salle de spectacle. Voilà, amène souvent à ce genre de match. Il y a beaucoup de points marqués à l'Arena. C'est souvent le rugby qui est proposé là-bas parce que c'est prime à la vitesse, prime à la possession. Mais c'est vrai qu'ils nous avaient plus habitués à ça et les résultats étaient payants pour eux. Et je pense que pour en revenir à la frustration de Lolo, cette décision, le fait la décision arbitrale peut être discutable ou non, on verra ça avec lui, le fait que Lyon ait gagné, le fait qu'il ait vu son équipe retomber dans ses travers à tenir le ballon, à s'époumoner, à se fatiguer pour très peu à la sortie, et tout ça a fait déborder un peu on l'a vu sur son faciès à la fin du match, c'était pas terrible. Ouais. Cyprien Bétou. Oui, Jean-Baptiste, tu parlais du match de La Rochelle, je fais un parallèle avec le match de Perpignan notamment, comme les Rochelais ont couru derrière le score toute la rencontre, ils étaient menés en 31-0 en première mi-temps, même s'ils ont eu envie de faire des choses en deuxième mi-temps, on a eu l'impression qu'ils s'épuisaient à taper sur la défense, à pas trouver vraiment de brèche, à pas jouer toujours les bonnes zones dans le bon rythme. Comment on analyse ce match Rochelais? Est-ce que ils y arrivent pas parce qu'il n'y a pas les joueurs et que l'infirmerie est remplie, ou parce que le projet de jeu est pas très clair pour tout le monde? Il y a un peu de tout, hein. Il y avait aussi certainement beaucoup d'émotions. On y reviendra peut-être. Mais je pense que La Rochelle a décidé de bouger le ballon. Ça, c'est indéniable depuis quelques mois maintenant. Mais pour bouger le ballon, il faut bouger les hommes. Et les hommes ne bougent pas tous dans le même sens. Et je l'ai vu à Clermont aussi la semaine dernière. Il y en a qui restent, qui attendent les retours, d'autres qui partent pour aller dézoner. Mais du coup, comme ils le font pas tous en même temps, il y a pas de bon côté, il y a pas de bon choix. Alors ils tiennent le ballon, ils partent de très loin. C'est vrai que les 2 premières années d'Ogara sont faites d'énormément de dépossessions, et c'est avec un gros paquet d'avant qui l'amène à gagner des choses. Et c'est vrai qu'ils sont passés du tout au tout. Ouais. Et ce que j'ai vu en première mi-temps, c'est surtout une équipe qui part de ruck. Mais je l'ai vu à Montferrand aussi la semaine dernière, hein, un ruck sur les 22, et puis 3 temps de jeu plus loin, t'es sur tes 40 quasiment, et tu continues à porter le ballon. Et quand tu tapes dans le ballon, c'est en fait t'as plus trop de choix, donc tu le fais par défaut. Et là, aujourd'hui en plus, ils se sont fait contrer à 31-0. Il y avait plus rien à espérer. Donc ils ont tout mis dans ce qui restait. Ils ont épuisé le réservoir d'essence. Et là, ils ont pris encore 1 ou 2 contres à la fin. Il y a un essai refusé, mais ils prennent 1 ou 2 contres à la fin. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'à trop tenir le ballon sans scorer, souvent tu prends des valises. Ça s'est ressenti également pour le jeune demi-mêlée Nolan Couillot, qui parfois regardait à gauche, à droite, il savait pas très bien où il devait animer le jeu. Ouais, je vous dis, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Enfin, je vois pas trop
où ils veulent en venir dans le mouvement général. J'ai l'impression qu'ils veulent faire des efforts pour bouger le ballon, jouer, attaquer les largeurs, ce qui n'était pas l'ADN de Rochelet sur les années où ils gagnaient beaucoup. Ils ont changé un peu le profilage de joueurs, ils ont recruté derrière, donc ils se sont dit voilà, mais j'ai pas l'impression que les joueurs sont à l'unisson. En tout cas, j'ai encore cette séquence alors ça remonte à la semaine dernière puisque j'ai beaucoup regardé le match contre Montferrand. Noël récupère un ballon sur les 22 et puis après 2 temps de jeu, en fait, 4 joueurs restent petit côté, dont Botia et Latou à l'aile. Donc il y a plus beaucoup de solutions autour du 9, tu resserres pas les défenses, donc tu recules le ballon, tu vas toucher le couloir opposé, et 4 rucks plus tard, t'es sur tes 40, encore une fois. Ils se sont pas fait contre à Montferrand, mais là, ce soir, ils ont pris cher en première mi-temps, et je pense que c'est surtout, alors peut-être une non-compréhension ou une mal-compréhension de ce que veulent amener les entraîneurs en ce moment. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est à suivre. À suivre aussi sur notre antenne, sur Au Cœur de la Mêlée, Au Cœur de la Mêlée. Notre premier invité du soir, ce sera Auguste Cadeau, le 3/4 centre de Montpellier. Montpellier, brillant vainqueur du Stade Français et désormais 4e au classement. On en reparle dans un instant au Cœur de la Mêlée. Au Cœur de la Mêlée, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio qui est là, bien sûr, pour débriefer, pour parler rugby, pour revenir sur les résultats de la 16e journée du Top 14 qu'on a rappelé. Et on a souligné le succès fleuve de Montpellier, 44-7 face au Stade Français, 6 essais à 1. Et notamment l'auteur de ces essais, c'est Auguste Cadeau, 3/4 centre du MHR qui est avec nous en direct sur Sud Radio et qu'on remercie. Bonsoir Auguste. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que c'est un peu le début des vacances là. Il y a une bonne semaine de break. Ouais, il y a une bonne semaine de break, ouais. Bon, ouais. Pour ma part, je vais faire le Super 7 la semaine prochaine, donc je vais continuer à m'entraîner à 7, mais pour le reste, on a une petite semaine off, ouais. Ouais, en tout cas, félicitations quand même, parce que ce soir, à la fin de ce bloc, avant cette coupure, le MHR est 4e quand même au classement. Jean-Baptiste Elissal, que Auguste, tu dois connaître forcément. Oui, il m'a entraîné, ouais. Eh bien, Jean-Baptiste Elissal, réaction quand même, Montpellier est là, Montpellier est plus qu'installé dans le top 6. Ouais, moi c'est le match que je voulais voir. J'en ai parlé hier avec vous. C'était 2 équipes qui se ressemblent assez, très forts sur les bases, très bons dans l'occupation, très bonnes en défense. Je pense que le Stade Français a laissé beaucoup d'énergie la semaine dernière aussi. Ils ont pas fait un bon match clairement, mais Montpellier, en plus de sa rudesse, a provoqué de très bonnes choses dans son jeu offensif. Vraiment, c'est pas le match parfait, mais on n'en est pas loin. Je suis content pour eux. J'ai l'impression que la mayonnaise est en train de prendre, que l'état d'esprit est là. Et s'ils continuent comme ça, ils pourront jouer les troubles fêtes et même un peu plus, parce que quand t'as en top 14 ce triptyque conquête, occupation et défense, et que maintenant tu te mets en plus à faire quelques bonnes passes, voilà, je les félicite. Et je voulais demander à Auguste s'il était plus content des 44 ou du 7. On fera les comptes après le 7, mais je suis très content du 44. Aujourd'hui, très content du 44. Ouais, c'est vrai que c'est 6 essais. Tiens, Philippe Spanghero avec Auguste Cadeau, petite question aussi, parce que c'est vrai que on pouvait parier sur une victoire de Montpellier, mais une victoire aussi large quand même, avec aussi, comme le disait Jean-Baptiste, des passes, du jeu. On sent cette équipe monter en régime. Ouais, bonsoir Auguste. En tous les cas, félicitations déjà, parce que bien sûr cette équipe elle monte en régime face à une équipe du Stade Français qui a été solide sur ses derniers déplacements et voilà, qui était un bon test pour le MHR aujourd'hui. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui vous manque encore à l'extérieur, parce que finalement on vous sent assez maître de votre sujet à domicile, et puis j'ai en tête ces fins de match à Bayonne, à Toulon, qui vous coûtent finalement cher et qui vous permettraient de viser encore plus haut. Donc est-ce que vous avez analysé ça? Qu'est-ce qui vous manque dans ces gestions, notamment de fin de match à l'extérieur? C'est une bonne question, on y travaille. Après, c'est vrai que c'est tellement âpre ce championnat que c'est difficile d'être à 100% de notre effectif et aussi 100% de nos moyens à chaque match. Et quand on joue à l'extérieur,
Il y a des fois, il manque pas grand-chose. Ça peut être la ferveur, le public. Et aujourd'hui, quand on voit Bayonne ce qu'on a raté, c'est dommage. On peut avoir quelques regrets ou à Toulon, mais je pense qu'il y a quelques années, c'était difficile de prendre déjà un point de bonus défensif à Toulon. Donc la prochaine étape, c'est de gagner ces matchs à l'extérieur, ça c'est une évidence. Mais ce qui manque aujourd'hui, bon, des fois c'est des actions ou c'est des moments un peu charnières qu'on rate, et puis après il y a une dynamique qui s'inverse. Et c'est comme ça qu'on peut perdre un match, ouais. Donc on y travaille et j'espère qu'on fera mieux sur les prochains déplacements. Auguste, déjà, tout d'abord, à titre personnel, félicitations, parce que tu enchaînes pas mal. 12 feuilles de match, la plupart du temps titulaire, 11 fois sur 12. J'ai regardé rapidement, tu joues aussi bien premier que deuxième centre. Est-ce que toi, personnellement, tu as une préférence sur l'un des deux postes, et comment on passe de l'un à l'autre, parce que c'est quand même deux choses complètement différentes, que ce soit en attaque et en défense? J'apprécie les deux. J'apprécie les deux. Quand j'ai commencé un petit peu à jouer en pro, mes premiers matchs à Biarritz, j'étais plutôt 12 et j'ai basculé en 13 un petit peu plus à Montpellier. C'est deux postes que j'apprécie fortement. Après, c'est vrai que c'est différent. La semaine, je travaille un peu les deux postes. On est plusieurs à tourner, on est plusieurs dans ce cas-là. Je pense aussi à Arthur Vincent. Donc c'est toujours bien de pouvoir s'ouvrir, être polyvalent pour donner aussi au coach le choix de, voilà, s'il y a des pépins ou s'il y a des changements à faire, qu'on puisse couvrir deux postes. On va quand même demander l'avis au coach, à l'ancien coach du MHR. Jean-Baptiste, toi tu préfères Auguste en 12 ou en 13? Moi je préfère Auguste sur le terrain, parce que on avait été le chercher avec Philippe à Biarritz. Il avait déjà une bonne activité. On pouvait se douter que ça allait être un bon coup. On s'était pas trop trompé. Je pense que le fait de partir à 7 va aussi lui faire du bien pour développer l'enchaînement des accélérations et notamment de la vitesse longue. Ça peut lui faire du bien. Et je pense que c'est dans l'absolu, ça dépend avec qui tu le mets, mais par exemple avec Arthur, je le vois un peu plus en 13. Maintenant, je connais pas les autres joueurs, je les ai pas eus, mais c'est vrai que en 12, il peut être aussi capable de se débrouiller. Non, sincèrement, quand tu fais 11 feuilles de match titulaire sur 12, c'est que tu le mets sur le terrain et puis après tu mets les autres autour, tu vois ce qui se passe. J'ai pas trop d'avis, c'est surtout il dit que ça change un peu, mais ça change, oui, un peu en défense. T'as un peu plus d'espace en attaque, mais t'as aussi beaucoup moins de ballons. Non, sincèrement, moi, je pense que quand il est avec Arthur, il est mieux 12 et il est mieux 13, et quand il est avec peut-être un mec un peu plus costaud comme le centre qu'ils ont là, il est un peu mieux à l'extérieur. Mais bon, voilà, ça dépendra des compos d'équipe. Ouais, qu'est-ce qui t'avait plu dans le discours justement de Philippe Saint-André et de Jean-Baptiste Elissal pour quitter Biarritz et aller à Montpellier? Le soleil? Mais déjà, non, le soleil, ouais. Bah, maintenant que j'y suis, ouais, j'ai envie de dire que ça pourrait être une raison. Ouais. Non, mais déjà, le fait de pouvoir partir en top 14, c'est une chance extraordinaire pour moi. Donc, c'était super de pouvoir avoir l'opportunité. Et puis, quand j'ai eu aussi le rendez-vous avec Jean-Baptiste, j'ai bien senti que ils connaissaient vraiment mon profil parce qu'ils avaient vu plusieurs matchs et on a parlé de choses très précises qui m'a convaincu, parce que je me suis dit ok, ça se passe très bien, il connaît vraiment mes performances, et puis et ça m'a donné envie parce que j'avais envie de croire au projet et puis qu'ils étaient à fond derrière ça, donc voilà. Ouais. Mais après, il fallait le virer quand même. Non, je rigole. Et, Philippe Spanghero avec Auguste Cadeau. Non, mais alors pas de nouvelles questions, mais une question qu'on a déjà posée à des invités du MHR. Bon, l'appétit vient en mangeant. C'était quand même jusqu'à la saison dernière une période de reconstruction un peu. Il y a un changement de stratégie avec Joan Codulo, miser sur la formation. Donc il y a eu des réajustements. Aujourd'hui, vous êtes quand même assez sûr de vos fondamentaux. Est-ce que entre vous et avec le coach, il y a des nouveaux objectifs qui sont fixés sur la gestion de la deuxième partie de saison, sur une place finale au classement, et que vous pourriez livrer? Mais on espère forcément se qualifier maintenant qu'on est dans le haut du classement. Après, faut pas qu'on oublie qu'on a davantage reçu que l'on s'est déplacé. Donc il va falloir récupérer des points à l'extérieur parce qu'on a perdu aussi à domicile. Donc ça peut faire la différence sur cette fin de championnat.
On sait qu'il faut pas qu'on se relâche parce que chaque match, c'est une véritable épreuve. Je vous avoue qu'on prend un peu match par match et on fait les comptes à la fin. Aujourd'hui, ce soir, on est 3 ou 4e, je sais pas exactement. Mais 4e, voilà. Ouais. Mais bon, d'un match à l'autre, on peut finir 10e. C'est tellement serré. Donc, on prend match par match et on fera les comptes à la fin. Ouais. Pas d'enflammade. On a vu quand même une image assez forte, je trouve, à la fin du match, où vous étiez vraiment content, soudé, vous avez célébré. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Montpellier, parce que le président, parce que ci, parce que là, mais on a quand même envie d'avoir ton avis sur ce groupe qui a l'air quand même de bien vivre. C'est la fameuse expression, mais là, en tout cas, ça sautait aux yeux. Mais on a un bon groupe, c'est sûr. Après, on joue ensemble pour la plupart depuis maintenant quelques années, donc ça commence à prendre aussi forme. Il y a des anciens qui ont accueilli les nouveaux qui deviennent des anciens, et c'est un roulement qui se passe bien pour le moment. J'ai aussi, faut le dire, tous les étrangers qui font un gros effort d'apprendre le français, et ça on le ressent aussi sur le terrain, donc c'est un gros merci à eux déjà. Et puis puis cette année ça se passe bien, donc c'est génial. On a fêté ça parce qu'il y a aussi Ngandébé Gabriel qui a fait sa 150e, donc ça représente quand même quelque chose d'important. Tu l'aurais mis toi la transformation? En drop, ouais, peut-être. Voilà. Et du coup ça vit tellement bien que ce soir vous vous retrouvez où pour fêter les vacances? On était un petit peu au club boire quelques bières. Ce soir on verra où le vent nous porte. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est sympa. Et le 7 qui arrive, en tout cas, juste quand même, est-ce que toi, tu parles aux étrangers de la Bourgogne? Parce que toi, t'es un Bourguignon, hein. Voilà, t'es arrivé de Biarritz, mais ton terrain formateur, c'est près de Chalon-sur-Saône, hein. Merci de me le rappeler, de le rappeler, pardon. Ouais, mais c'est quoi? C'est le petit club de Chagny, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, exactement. Et comment t'es venu toi au rugby et en quelques mots, voilà, qu'est-ce qui quelques mots. J'ai regardé la Coupe du Monde avec mon père 2007 et ça m'a trop donné envie de jouer. Tout le monde était un peu au foot dans ma famille, mais j'avais voulu commencer le rugby. On m'a envoyé là-bas. J'ai adoré dès les premiers entraînements. Et après, les copains, le terrain, et de fil en aiguille, c'était un peu ma passion, donc ça s'est fait comme ça. Eh ben, ça s'est bien fait. 2007, je crois que Jean-Baptiste, il avait fait quelque chose pendant cette Coupe du Monde. Il me semble, qu'il avait fait un truc. Ouais. En tout cas, à un moment, il avait tapé dans un ballon à la fin d'un match. Tout le monde avait levé le bras. Ouais, c'est vrai. Et c'était à Cardiff. Tu t'en souviens, Jean-Baptiste? Il n'y a pas de problème de mémoire. Non, tiens, d'ailleurs, j'ai été chez le médecin il n'y a pas longtemps, pas de problème de mémoire, pas trop touché. Bon. J'ai juste oublié, malheureusement, les derniers mois à Montpellier. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus trop bien. Mais bon, en tout cas. Moi, je les oublie pas, Jean-Baptiste, je les oublie pas. C'est gentil, Auguste. Tu fais la bise à Gabi, et tu le félicites aussi. Ouais. Avec grand plaisir, merci beaucoup, merci à toi. Bon, super en tout cas de t'avoir eu, Auguste, avec nous, et pour saluer aussi toi, ta régularité, les bonnes performances du MHR qui a cartonné aujourd'hui face au Stade Français, et bravo de faire des heures sup pour le Seven. Il fait partie des joueurs qui enchaînent. Alors lui, il a le Seven et il a un coéquipier quand même qui a tout joué depuis le début, c'est Tom Banks, qui est aussi assez impressionnant, qui a raté 0 minute depuis le début de la saison. On sait pas comment il fait. Ouais, il fait comment, Auguste, d'ailleurs, Tom Banks? Il a pas loupé une seule minute du top 14 cette année. Bonne question. Je sais pas, lui seul à le il vient du Japon. Il s'est reposé pendant des mois. Ça c'est clair. Non, je sais pas comment il fait, mais lui seul a le secret, et chapeau à lui parce que il est encore en forme, même aujourd'hui, on l'a vu. Ouais, très très fort. Bon, merci Auguste Cadeau, à bientôt. En tout cas, bon repos, bonne soirée, et merci profitez bien de ces moments positifs pour vous tous dans ce groupe sympa du MHR. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de l'actualité rugby, bien sûr, sur Sud Radio, la radio du rugby. On parlera aussi de rugby féminin. À tout de suite. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Emmanuel Macron, ces fameuses lunettes, c'est quoi? C'est de la com réussie? C'est un peu ridicule? Je suis pas médecin, mais quand on s'est fait mal à l'œil, 15 jours, c'est déjà beaucoup, hein. On est ridicule, hein. Quand on porte des lunettes, on ne lui voit pas les yeux. C'est symbolique, il y a quand même quelque chose. On peut plus regarder le monde en face, c'est ça? Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Sud Radio, parlons vrai.
T'es sûr que tu veux pas rester manger? Je comptais rester tranquille ce soir et me commander une pizza. Ah ouais, une pizza. Ça tombe bien, parce qu'en ce moment sur Uber Eats, c'est 50% de réduction sur votre première commande avec le code MIAM50. Ah bah tu restes manger, voilà, pas le choix. Allez, pizza. Uber Eats, c'est bon de décommander. Code promotionnel valable jusqu'au 8 février 2026 pour toute première commande sur l'application Uber Eats auprès d'un établissement éligible et limité aux 50 000 premiers utilisateurs du code. Réduction maximum de 15 € sur le montant du panier, hors frais de livraison et frais de service. Conditions complètes sur t.uber.com/offre 2026. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Marseille 95.1 et en DAB+. Sud Radio. T'avais raison. Evolise, c'est ce qu'il me fallait pour ma gestion. Ouais, en plus, Evolise est PA incluse. Donc t'es déjà prêt pour la facturation électronique. Découvrez Evolise gratuitement pendant 15 jours. Vous êtes déjà plus d'1 million d'abonnés sur la page YouTube de Sud Radio. 1 million à voir ou à revoir vos émissions préférées. Rejoignez-nous sur YouTube et abonnez-vous pour accéder à toutes nos vidéos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, ça tombe à pic pour la Chandeleur, votre confiture bonne maman en promo. Ah, les crêpes à la confiture, tous les enfants adorent. Oui, alors, justement par mesure de prudence, je vais m'en faire une petite avant que les miens rentrent de l'école. Eh ben, il y en aura assez pour tous les gourmands, avec moins 60% sur le deuxième pot de 370 grammes de confiture bonne maman à la fraise, du 27 janvier au 7 février chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Hé, vous, on a quelque chose à vous dire. Installez-vous. Et maintenant, levez-vous et foncez en magasin. Chez Poltron et Sofa, avec les doubles soldes en or, on fait des affaires en or. Sur les canapés de la collection Duo, 50% de remise plus 20% supplémentaires. Mais ça, se termine le mardi 3 février. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin. Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby, de tous les rugby, on a parlé du top 14, de ses résultats avant bien sûr le grand match de ce soir, Toulouse face à Bayonne, on le vivra en direct en intégralité sur Sud Radio. Tiens d'ailleurs Quentin, petit cadeau à gagner. Oui, petit, pas si petit. Non, mais quand même, gros cadeau, mais petite info. Tiens, si vous savez pas quoi faire pour la Saint-Valentin, moi j'ai une proposition pour vous. Allez assister à un match de rugby, un match de la 17e journée de top 14, le samedi 14 février à 16h35. Il y aura un savoureux Aviron Bayonnais Racing 92 et Sud Radio et Canal+, diffuseur du top 14 et de la Pro D2, vous offre vos places pour jouer. C'est très simple. Vous envoyez dès maintenant Sud par SMS au 7 20 18, Sud SUD par SMS au 7 20 18 pour remporter vos places pour aller voir Aviron Bayonnais Racing 92, donc le 14 février à 16h35. On est avec Jean-Baptiste Elissal et Philippe Spanghero toujours, on est avec Cyprien Bétou et bien sûr tous les résultats outre le top 14, ceux du rugby féminin. Voilà, semaine du sport féminin, nous on en parle toutes les semaines, mais bien sûr qu'on met l'accent sur le rugby féminin, d'autant qu'on joue la 9e journée. Exactement, et aujourd'hui il y a eu 2 matchs, c'est Bobigny qui s'est imposé à l'extérieur du côté de Lille Métropole 27-6 et actuellement Montpellier Hérault est en train de mener face à Lyon 20-13. Ce serait une belle journée pour le MHR. Voilà, demain suite de cette journée avec notamment un gros choc. Il y aura Clermont face au Stade Toulousain. Il y aura également le Stade Bordelais qui recevra le Rugby Club Toulon-Provence. Voilà pour il y a également Blagnac face à Grenoble et les Amazones. Pour parler de rugby féminin, on est ravis d'accueillir Jessie Trémoulière. Ce n'est pas n'importe qui, 78 sélections avec l'équipe de France, meilleure joueuse du monde en 2018 avec les Bleus. Et Jessie qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Jessie. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Alors on parlait du match Clermont-Toulouse. Jessie, on va être cash direct. C'est un match qui ne va pas forcément te concerner demain, hein. Exactement. Je fais un peu de recul. Ouais. Un peu de recul, voilà, en tant que joueuse, mais également en tant que, mais toujours coach également chez les garçons. Hein. Oui, exactement. Depuis septembre, j'ai pris des fonctions d'entraîneur à côté de chez moi, au club du SCB Brioude, où j'entraîne les seniors qui évoluent en Régional 2. Bon, on va parler de cette expérience de coach et avec Jean-Baptiste Elissal qui est là bien sûr et Philippe Spanghero. Un mot quand même sur le rugby féminin. On rappelle quand même que le tournoi aujourd'hui est dissocié des filles, est dissocié de celui des garçons. On va dire quand toi tu as commencé ta carrière internationale, les deux étaient liés. Tiens, donc ça veut dire que ça commencera en avril. Pour toi, c'est un point positif cette programmation, on va dire printanière. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai connu un peu les doublons.
qui avait une bonne image aussi parce que tout le monde était convié, que ce soit le moins de 20, les garçons et les filles. Les spectateurs, ils savaient qu'on avait vraiment tout le monde réuni et ils se tracassaient pas la tête, on va dire, quand est-ce que les moins de 20 jouent, les filles. C'est vrai que c'était vraiment un week-end et je m'en souviens même de l'extérieur. Quand on jouait en Irlande, les spectateurs, ils prenaient un week-end et ils venaient voir les garçons et les filles. Après, c'est vrai que le fait de jouer hors garçon, sur le mois d'avril, mars-avril, on a une meilleure visibilité aussi que, voilà, on va dire, les 6 nations continuent en féminin et on a une meilleure visibilité. On a aussi des grands stades qui peuvent nous accueillir parce qu'il n'y a pas les garçons. Et du coup, on joue en one shot où des fois, c'était un peu compliqué là-dessus. Donc, c'est vrai que la visibilité est d'autant plus meilleure et les stades commencent à se remplir aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu décaler aussi le 6 nations. Hein. Ouais, Jean-Baptiste, et en plus, ouais. Je dis en plus, on joue dans les beaux jours et ça c'est important. Ouais, c'est pas mal effectivement pour faire la promotion de ce rugby féminin. Jean-Baptiste, on parle de rugby féminin un petit peu dans cette émission rugby avec Jessie Trémoulière qui a vu l'évolution de la discipline. Comment toi tu la perçois, Jean-Baptiste ? Ben moi, je l'aperçois plutôt bien. J'ai toujours aimé parce que, à contrario des garçons, les filles n'ont pas trop de vices. Le rugby est entre guillemets très propre sur la règle, le règlement, donc ça donne de la lisibilité. Les manques qu'il y avait un peu, c'était notamment dans l'utilisation tactique et surtout technique du jeu au pied, sauf Jessie, qui était l'une des premières à vraiment maîtriser le jeu au pied dans tous les domaines. Je crois qu'elles font des progrès là-dessus. Elles font aussi des progrès dans la dimension physiologique, même si les Anglais sont encore un peu devant. Tout va être mis en œuvre pour que les Françaises les rattrapent, j'espère. Et j'aime bien parce que c'est propre, c'est frais. Elles ont une énergie incroyable, sincèrement. Nous les garçons, un peu pourri gâtés, quand on n'a pas le bel hôtel ou qu'on voyage un peu trop longtemps en bus, machin. Mais elles, à 6h le matin, elles ont la musique, elles dorment n'importe où, elles s'en foutent. Elles ont une patate de fou et vraiment l'énergie qu'elles avaient à Marcoussis, c'était incroyable et ça me plaisait beaucoup. Ouais, Jessie, vous faisiez quoi, des blagues aux garçons à Marcoussis, des petits trucs, il y avait un petit peu, on se tirait la bourre un peu? Oh, c'est vrai qu'après, chacun était un peu de son côté. C'est vrai que c'était un peu la petite chose où chacun évoluait de son côté. Hormis sur les déplacements, et on se souvient des fois, c'est là où on avait les meilleurs échanges, sur les déplacements, et on se souvient en Angleterre où on se retrouvait. Les garçons étaient assez curieux de nous, comment on évoluait dans ce milieu, qu'eux, ils étaient pros et que nous, c'était semi-pro, j'ai envie de dire. Et après, ouais, c'est vrai que c'est là où le fait que les tournois, en fait, ils sont décalés. Il n'y a plus du tout cette proximité garçon-fille. On se croise. Moi, je l'ai connu il y a 2-3 ans et c'est vrai qu'on se croisait jamais. Il y avait plus du tout d'échange et c'était un peu ce côté négatif que j'avais trouvé parce que c'était là l'occasion sur le tournoi à destination. Même on faisait des repas communs à Marcoussis et c'était à ce moment-là où on pouvait vraiment échanger, voilà, de déconnecter et rentrer vraiment les uns et les autres dans les bulles qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Ouais. Philippe Spanghero avec Jessie Trémoulière. Oui, Jessie, bonsoir. On parlait justement de l'évolution et de ce semi-professionnalisme chez les filles qui est vraiment en question. Il y a une vraie volonté avec des choses qui ont été mises en place par la fédération. Alors, je rappelle d'ailleurs que on a eu le débat vendredi dernier lors de la rubrique économique sur les conventions Ligue Fédé où Alexandre Priam s'étonnait que la Ligue ait pas pris le sujet à bras-le-corps, mais pour l'instant, c'est pas encore un sujet Ligue nationale. Les prérogatives restent fédérales pour le rugby féminin, mais il y a une vraie volonté de structurer ce championnat, d'amener des moyens. Donc il y a ce qui est mis en place, les annonces, mais est-ce que toi concrètement, tu perçois cette dynamique et le fait que ces annonces, elles motivent les filles, elles leur donnent envie de se focaliser un peu plus sur cette activité-là qui peut devenir pour elles une vraie activité professionnelle ou au moins semi-professionnelle rapidement? Je pense que ça donnera déjà plus de moyens aux filles parce que moi je vois j'ai vu l'équipe 1 comment s'entraîner,
c'est ahurissant. Enfin, les filles, elles se lèvent à 7h, il y en a qui étudient, il y en a qui travaillent, et le soir, elles rentrent, il est 22h, sachant que les étudiants, des fois, faut qu'elles aillent bosser. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une ligue nationale, de peut-être remettre un peu les moyens et de permettre aux jeunes filles de vraiment de se consacrer peut-être à du rugby, d'avoir des moments aussi, des plannings qui sont modulables. Surtout sur les périodes où il peut y avoir aussi des échéances pour être perso. Donc c'est vrai que là on est dans une transhumance et une transition où oui, la Fédé ils mettent les moyens, c'est bien, on a eu un naming sur l'élite 1, maintenant ça s'appelle AXA, donc à voir aussi qu'est-ce que ça engendre aussi derrière. Oui, mettre un moyen financier, mais ces moyens financiers, faut le mettre aussi à bon escient. Mais là, en fait, je pense qu'ils n'ont pas créé la Ligue nationale parce qu'ils savent pas trop comment faire. C'est vrai que nous, malheureusement, les championnats, on l'a vu à l'heure actuelle, où il y a eu des matchs élite 1 en BC ou en levée de rideau des garçons, où malheureusement, j'ai envie de dire, en tant que spectateur, il reste pas vraiment voir les matchs, parce que rester 4 heures dans un stade, je pense que ça peut être compliqué. Donc je pense que là c'est bien parce que Canal+ a mis les moyens aussi. On passe de 4 matchs diffusés à une dizaine de matchs diffusés. Donc voilà, on y va progressivement. Mais après c'est savoir où est-ce qu'on va aussi, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans le flou, on est un peu dans le brouillard. Et peut-être après prendre exemple à nos ennemis entre guillemets anglaises, parce que je vois que leur championnat tourne vraiment super bien, que ce soit en termes de spectateurs, de jeux, de structuration. Et c'est pour ça aussi que l'équipe anglaise est là à l'heure actuelle où elles sont championnes du monde, et on voit vraiment le niveau de jeu qui est vraiment en train de creuser l'écart face à nous et face à d'autres nations aussi. Tu voyais on parlait du brouillard, pardon, excuse-moi. David Ortiz, Gaël Mignot ont quitté la tête du 15 de France. C'est François Ratier qui est arrivé, et on a annoncé le staff avec Florent Vizorek et Gérard Bastide, un staff 100% masculin. Est-ce que c'est une bonne chose ou tu regrettes ce choix-là malgré tout? Non, pas du tout, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, et que ça soit dans la société, il faut arrêter aussi avec les genres. Et des fois, on veut mettre du genre, faut mettre du féminin ou du masculin parce que il y a un quota, parce que il faut avoir un féminin, mais en fait, on oublie les compétences. Et c'est ce qu'il y a eu auparavant. Et là, ça me dérange pas du tout. Quand j'ai vu le staff qui est tombé là cette semaine, j'étais plutôt contente parce que voilà, Gérard Bastide, je l'ai connu quand il était en équipe de France garçon. Des fois, il venait un peu nous voir et j'ai beaucoup échangé avec lui, et je suis contente pour lui, d'autant plus qu'il avait postulé pour l'équipe de France, donc c'est quelque chose qu'il avait envie de faire. Après, je connais un peu moins bien l'entraîneur de devant. J'ai longuement aussi échangé avec Ratier, où c'est une très belle personne. On a vu aussi les résultats qu'il a eu auparavant avec Bordeaux et avec le Canada quand il avait la sélection. Donc voilà, non, je suis pas déçu qu'il y ait une fille. Après, potentiellement, peut-être qu'il peut y en avoir aussi dans le staff technique, dans le médical ou des choses comme ça qui peut compenser on va dire ce petit manque en féminin. Mais pour moi, faut arrêter de mettre des genres, et au bout d'un moment, l'équipe de France féminine, elles ont besoin de compétences. Les filles, elles ont envie entre guillemets, qu'elles soient respectées, qu'elles ont envie d'apprendre. Et là, c'est vraiment pas le staff qu'il faut, mais j'ai vu un peu les grandes lignes, et j'ai hâte de voir le 6 Nations, ce que ça va donner en termes de qualité de jeu, et même sur l'humain, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais l'humain fait énormément de choses, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ouais. Alors, on l'espère. En tout cas, Jessie, pour toi, c'était trop tôt pour postuler à un poste justement dans un staff. Voilà, toi qui es jeune coach du côté de Brioude en Régional 1. Régional 2. Régional 2. Mais qui vont monter en Régional 1. Bien sûr. Grâce au travail de Jessie. On fait tout pour, en tout cas. Oui, après, voilà, postuler pour moi, c'était trop tôt. J'ai que 33 ans, ça fait qu'un an d'expérience, même pas un an d'expérience que j'ai en tant qu'entraîneur. Donc, j'ai pas envie de dire que on a vu Gaël Mignot, malheureusement, un peu, pour moi, elle est arrivée trop tôt parce qu'elle avait très peu d'expérience. Et pour arriver à ce stade-là, il faut avoir vraiment de l'expérience, il faut vraiment connaître son métier. Et pour le moment, moi, je suis pas
à la hauteur de ce qu'il peut y avoir, même si je connais l'exigence, même si je connais le haut niveau, ce que c'est. Mais en termes de qualité d'entraîneur pur, à l'heure actuelle, je l'ai pas et j'ai pas envie de griller les étapes. Voilà, je prends la main sur de la R2 et je pense que c'est vraiment gratifiant et vraiment intéressant et enrichissant parce qu'en fait, il y a tout à apprendre à ce niveau-là. Avec des autres entraîneurs, je cite Stéphane Marc, j'échange énormément avec lui où il a les cadets et les crabos de l'ASM. Il m'a dit t'as pris le niveau le plus difficile. Moi j'ai des garçons qui savent jouer au rugby alors que toi pas spécialement. Et en fait c'est là je me dis où j'ai tout à apprendre parce qu'il faut que j'apprenne à des gens qui n'ont pas les bases et il faut que je leur apprenne à construire ces bases là et que le dimanche et puis qu'ils puissent monter plus haut. Donc vraiment, j'ai pas envie. Je me rappelle de ce qu'il m'a dit Jean-Baptiste l'autre jour. On s'était eu. Il m'a dit prends ton temps. Et voilà, j'écoute aussi ces personnes-là qui ont du vécu, qui savent de quoi ils parlent. Et je le rejoins complètement là-dessus. Bon, c'est quoi demain le match pour Brioude en R2? C'est on se déplace. Non, c'est là, on joue. Alors du coup, vu que moi je joue derrière avec la 2, je privilégie pour le moment en tant que joueur parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop d'impact le dimanche sur mes joueurs. Après voilà, on est 3, donc j'essaye d'être le plus présente possible avec Brioude. Bon, je suis 100% aux entraînements, mais c'est vrai que les matchs, quand il y a des doublons avec le club de Romagna, je vais bien sûr en tant que joueuse, sauf vraiment s'il y a un gros match avec Brioude. Voilà, donc tu es encore entre deux, mais en tout cas la carrière de coach est commencée. Combien d'entraînements par semaine, Jessie, pour toi du côté de Brioude avec les garçons? 2. Alors 2 avec les garçons et 2 avec les filles. Donc voilà, donc tu as les soirs bien occupés. pris par le rugby, on va dire. Voilà. Bon, on te remercie en tout cas d'avoir été avec nous et toujours un plaisir de parler de rugby féminin. Tiens, ton pronostic pour France-Irlande garçons jeudi soir, on va le vivre sur Sud Radio bien sûr et ça sera en direct en intégralité jeudi soir, date exceptionnelle. Ton petit prono? Mon pronom, l'équipe de France, ils sont chez soi. Après, voilà, ça va être le premier match, donc il faudra peut-être pas s'attendre non plus à avoir du grand rugby, parce qu'il faut créer les automatismes. Il y aura certainement des déchets, mais je pense que voilà, l'équipe de France a vraiment envie de montrer une autre figure de ce qu'ils ont fait sur la tournée d'automne. Et là, ils ont vraiment envie de construire quelque chose. Et victoire française qui va être assez serrée, je pense. Après, je sais pas après les conditions climatiques qu'il va y avoir, mais voilà, une petite victoire française quand même sur ce match-là. Ouais. Et bon, on l'espère en tout cas, on le vivra sur Sud Radio. Merci Jessie Trémoulière d'avoir été avec nous. Eh bien, merci, c'est gentil, merci. En direct sur Sud Radio. À très bientôt. On va se retrouver dans un instant pour parler encore un petit peu des Bleus quand même. On va se projeter et puis également du match du soir, Toulouse face à Bayonne. Voilà, quel compo pour les Toulousains. Voilà, en période de doublon et sans parler également du qui je suis qui va opposer nos duellistes Jean-Baptiste Elissal et Philippe Smanguero. Dernière minute de cœur de la mêlée pour parler notamment de Toulouse qui reçoit Bayonne ce soir, épilogue de cette 16e journée. On va en parler dans un instant avec Philippe Swanguero et bien sûr Jean-Baptiste Elissal. Mais petit tour par Ernest Vallon. Salut Rémi Mességuet qui va commenter le match pour nous dans un peu plus d'une heure avec des Toulousains dont on regardera bien sûr l'équipe. Sera-ce une équipe expérimentale ou pas ce soir? Bon, il y a quand même un beau 15 de départ. Hein. Oui, bonsoir. Salut, François, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutaient sur Sud Radio. Eh bien, il y a surtout 11 joueurs protégés avec le 15 de France. Côté toulousain ce soir, on va les citer: Aldeguerri, Colombe, Cross, Dupont, Gourgue, Gelon, Marchand, Movaca, Meafou, Netti, Ramos. Ajoutez à cela Thibaut Flamand qui est aussi absent pour raison personnelle. Et vous aurez quand même 12 absents qui sont internationaux côté toulousain. Mais l'équipe est quand même intéressante. On retrouve l'international écossais Blair Kinghorn de retour de stage avec le 15 du Chardon cette semaine. Et puis Georges Brennan, Alexandre Roumat ont été libérés par le staff du 15 de France et Fabien Galtier. Donc on les retrouvera aussi dans le 15 de départ ce soir côté toulousain. Cyril Baye, lui, sera sur le banc des remplaçants. Voilà, une belle composition pour recevoir des Bayonnais qui ont à cœur de rattraper leur bévue de la semaine dernière face à Castres, battu à domicile, on s'en souvient. À voir comment les Bayonnais voyagent, parce que parfois c'est souvent chaotique
sympathique. Tout à l'heure, Rémi, et un grand merci pour ce match qu'on vivra en direct en intégralité. Tiens, puisqu'on parle des Toulousains, on parle forcément du 15 de France, Philippe et Jean-Baptiste. Voilà, quel compo vous voyez se dessiner. La semaine dernière, on parlait de Nouchi en 3e ligne, Nouchi ou Djegou qui vont commencer. Tiens, Philippe, c'est quoi ton point de vue? Ce que le mien au départ et puis ce qui a été relayé dans la presse cette semaine laisse penser que Nouchi tienne la corde et je trouverais ça plutôt logique. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Pour les qualités de combat? Les qualités de combat, la densité et puis pour récompenser aussi ce début de saison assez exceptionnel de lui et puis de l'ensemble de son club, même si c'est lié. Ouais. Est-ce que Fabien Galtier, qui souvent aime bien faire les choses progressivement, étape par étape, on commence par une tournée, on est d'abord remplaçant, puis après on est titulaire, puis ensuite on a fait 12 fois les allers-retours dans les 42. Est-ce que Nouchi va avoir cette promotion express, Jean-Baptiste? C'est ce qui a l'air de se dessiner, mais c'est officiel au vu des entraînements. En tout cas, il y avait l'air d'avoir un partage de la chasuble, moi, de ce que j'ai lu. Alors, je sais pas si j'avais l'impression qu'il commençait avec la chasuble, puis finalement c'était Djegou, puis finalement, voilà. Je pense que les deux méritent de commencer au vu de leur qualité. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, pour Djegou, il fait de tellement bonnes rentrées sur des joueurs fatigués, et il a une telle polyvalence aussi, puisqu'il peut jouer derrière. Il peut rentrer au centre. C'est deux. Voilà, c'est pas anodin s'il y a de la casse. Que malheureusement, il est un peu victime de ses performances entre guillemets. C'est pour ça j'avais privilégié moi aussi le cas de Nouchi. Je crois qu'il y avait une petite interrogation aussi entre Olivon et c'était qui est peut-être Oradou pour la deuxième ligne. Oradou. Alors là aussi après faut voir la touche. Donc si Oradou est là, c'est vrai que dans ces cas-là pour le secteur aérien on peut très bien commencer avec Nouchi, avec Olivon qui est pas mal dans ce domaine-là. Tu peux aussi démarrer avec Djegou pour avoir une touche et si tu as décidé de contrer les airs. Je pense que les deux sont liés aussi, mais j'ai une petite tendance pour Nouchi puisque Djegou va être victime de ses très très bonnes rentrées qu'il a fait en bleu et certainement des fins de match où il rayonne vraiment énormément. Ouais, on peut passer comme ça du MHR, même si c'est un joueur qui a fait toutes les sélections de jeunes, il était champion du monde moins de 20, on peut passer comme ça pour un début, même s'il a fait une tournée en 24 en Argentine, dans le tournoi, débuter face à l'Irlande, comme ça c'est pas sans faire des bouts de match. Ouais, pour le connaître bien, sincèrement, et avoir vu son évolution depuis 4 ou 5 ans maintenant, Lenny il est paramétré pour arriver à ce niveau-là. Tôt ou tard, si c'est pas ce week-end, ça sera peut-être le week-end d'après ou à la prochaine tournée. Mais Lenny, il est fait pour ça. Lenny gagne ses duels, il avance. C'est un garçon sérieux et puis c'est un pur joueur de rugby. Il est capable de jouer dans les défenses. Il a vraiment. Il a un bon pied gauche aussi. Voilà. il a mis quelques petits rasants. Ça prouve sa dextérité et ses qualités de rugbyman dans la globalité. Il y a très peu de points faibles chez Lenny, donc je pense qu'il est paramétré pour arriver à ce niveau-là et sincèrement il y a vraiment aucun risque à le mettre sur le terrain comme il n'y en aurait aucun à mettre Djegou. Sincèrement les deux se tiennent, mais le profilage de Djegou quand même serait plus intéressant pour moi en rentrant. En Impact Player. Merci en tout cas pour ce point sur l'équipe de France, composition mardi, bien sûr, et sans transition, je vais dire, pour terminer ce au cœur de la mêlée, ce duel entre Jean-Baptiste et Philippe Spanghero, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, pour lequel je suis, c'est Quentin Cabanis. Exactement, et on va voir Philippe et Jean-Baptiste, il n'y aura que vous deux qui jouez, c'est un affrontement, un homme à homme, l'un contre l'autre, avec un bras de fer entre vous et des joueurs qui vont disputer la rencontre de ce soir entre le Stade Toulousain et l'Aviron Bayonnais. Et on démarre avec un joueur né en 1999, il a donc 26 ans, il a démarré sa carrière en junior au Prairies RFC. Philippe Germain. Pas du tout. Ensuite, il a évolué du côté de Liberty High School de Washington. Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Aïnou, un point pour Jean-Baptiste. Allez, on passe pour un joueur qui est né en 96 à Cognac. Il a démarré d'ailleurs en junior à Cognac, ensuite à Brive. Il a démarré sa carrière en senior du côté d'Albi dans le Tarn, et puis il a rejoint l'Aviron Bayonnais en 2019.
Oui, Philippe. Ah, purée, le pilier gauche. Ah, c'est lui. Aïe, 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 aïe. Moi, je le sais. Moi, je vais dire Baptiste Carmonier. T'es pas loin, vas-y. T'es pas loin. C'est Cormonier. Cormonier, voilà. Cormonier, je l'ai appelé. L'égalisation du bout Égalisation. Allez, on va suivre avec un joueur qui est né à Montpellier. Double poteau En 97. Voilà, il est né en 97 du côté de Montpellier. Il a démarré sa carrière en junior à Montpellier, mais c'est au Loup qu'il démarre en senior avant de retourner à Montpellier entre 2017 et 2023. Il évolue depuis 2023 à l'Aviron Bayonnais. C'est un talonneur. 2017-2023 quand même à Montpellier, je dis ça. Goudicelli. Exactement, 2-1. Allez, on continue avec un joueur qui est né à Biarritz en 93, qui a démarré en junior à Biarritz. Ensuite, il est parti en senior à Biarritz, au Racing 92 à La Rochelle. Il évolue désormais. Philippe. Oui, Philippe. Chouzenou. Non, il évolue aujourd'hui à Toulouse. Il a déjà marqué plusieurs essais. Oui. Alexandre Roumain? Pas du tout. Non, 28 sélections avec l'équipe de France. Teddy Thomas. 3 points, 1 pour Jean-Baptiste qui s'impose. Il n'y a rien à voir. Voilà. J'en ai un dernier pour le fun. Je veux la prononciation exacte du nom de famille. Exact. Allez, il est né à Oloron-Sainte-Marie en 2000. Il a démarré sa carrière à l'Avenir Barcus. Ensuite à Moléon, à l'Aviron Bayonnais. Philippe. Oui. Philippe. Camille Lopez. Pas du tout. Il est à Bayonne. Une prononciation difficile. Herbin Ertegaray. Voilà, Arnaud Herbin Ertegaray, le dernier joueur, mais c'est quand même une victoire de Jean-Baptiste sur ce qui je suis, Philippe. Franchement, honnêtement, c'est terrible parce que j'ai pas la défaite mauvaise, mais là, la façon dont ça se passe, les 3 semaines que tu perds, 3 semaines que tu te plains quand même. Hein. Je veux dire, là, franchement, depuis que Quentin reprend ça en main, je sais pas pourquoi il a fait perdre la magie au truc, c'est terrible. Bon, enfin, en tout cas, ça fait une belle victoire pour Jean-Baptiste Elissalde, qui à la fois avait 2 ou 3 bonnes réponses, puisque c'était des joueurs qu'il avait entraînés. Oui, bah après, on peut pas dire que Philippe ne s'est pas censé connaître les joueurs toulousains. Voilà, non, mais bon, en tout cas, c'était quand même pour défendre Philippe. Voilà, oui, parce qu'on voit bien que tu veux faire gagner Jean-Baptiste, c'est clair. Il a eu une période de creux et là, il remonte. Bon, merci messieurs, on se retrouve demain, 18h, au cœur de la mêlée, le dimanche. Tout de suite, champion avec Frédéric Brindel, puis ensuite, on filera à Toulouse pour Toulouse-Bayonne, la suite de la 16e journée. Merci à vous. Excellente soirée.